Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous pour aborder un sujet qui va vous faire réagir, j'en suis absolument certain, au 0826 300 300. N'hésitez pas. Les ministres de l'Intérieur et du Travail proposent, dans une interview au journal Le Monde, de créer un titre de séjour spécifique pour les travailleurs irréguliers exerçant dans un secteur manquant de main-d'œuvre. Le Monde appelle ça un titre de séjour métier en tension. Débat donc avec nos invités, est-ce une bonne idée ou pas? Moi, je pousse le débat encore plus loin et la question, puisque je vous demande, pénurie de main-d'œuvre, faut-il accélérer la régularisation des travailleurs sans papier? En fait, c'est un peu ça. Vous réagissez 0826 300 300. Nos invités, donc Didier Lesky, qui est directeur, je dis bien directeur, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alain Fontaine, président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Bonjour. Vous employez beaucoup de travailleurs immigrés qui n'ont pas de titre de séjour ou qui ont des titres de séjour. Qui ont des titres de séjour ou parfois qui n'ont pas de titre de séjour. Qui n'ont pas de titre de séjour et dont on fait la demande auprès de l'OFII, bien évidemment. Exactement. François Jolivier est avec nous, député Horizon de l'Indre, membre de la majorité. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, j'appellerai Alexandre Vincendé, qui est député LR du Rhône, et nous aurons aussi en deuxième partie Emmanuel Auriol, qui est professeur à Toulouse, auteur d'un rapport sur l'immigration qualifié en France, immigration qualifiée, un visa pour la croissance, membre du Conseil d'analyse économique. Il est 11h05. Merci. Alors, cette idée, Gérald Darmanin qui veut qui veut favoriser en quelque sorte la régularisation des travailleurs sans papier à travers cette proposition qui sera contenue dans le projet de loi, je le répète, présenté au mois de janvier prochain. Donc, il propose de créer un titre de séjour spécifique pour les travailleurs irréguliers exerçant dans un secteur manquant de main-d'œuvre. C'est une bonne idée, Alain Fontaine? C'est une idée qu'on demandait, c'est une bonne idée, et c'est une idée que beaucoup de professionnels, alors pas que l'activité de la restauration, il y a le bâtiment et autres, mais la restauration, oui, on était en tension vraiment de demande d'emploi qui n'était pas pourvue, et pour autant, on avait formé des jeunes issus de l'immigration, et donc ils étaient sur la loi des mineurs, c'était bien, mais quand ils ont eu leurs examens et qu'ils se sont retrouvés sur le marché du travail, ils étaient en situation irrégulière, et on ne pouvait pas les embaucher. Donc si vous voulez, on forme des jeunes issus de l'immigration, qui sont donc soit maliens, soit autres. Ils ont leur CAP ou leur bac pro, des fois, ils sont vraiment professionnels. Ils deviennent majeurs, et là, impossible de les embaucher parce qu'ils sont en situation régulière. Et donc, on fait appel à l'OFII, mais bien sûr, ils sont déjà chez nous. Donc, on est, borderline, très clairement, sur la loi. Et ça va nous soulager énormément. Alors, vous faites appel à l'OFII. Bien sûr. L'OFII répond. Mais du temps ou pas, Didier Lesky? Il y a deux choses. C'est qu'il y a l'introduction de travailleurs étrangers salariés. Et là, il y a une taxe qui est dite OFII, mais qui va dans le budget général de l'État. Mais c'est pour des personnes qui ont déjà un titre de séjour. Oui. La question qui est posée, c'est celle des mineurs étrangers isolés qui peuvent rentrer dans des formations professionnelles. Et en réalité, ce qu'on appelle la circulaire Valls prévoit déjà un dispositif de régularisation. Et c'est vrai que ce que demande le ministre de l'Intérieur, c'est que ça soit plus souple, c'est-à-dire les personnes qui arrivent à 16 ans et qui ont 2 ans de formation et qui à 18 ans se présentent sur le marché du travail. Et je rappelle que au titre de ce qu'on appelle la circulaire Valls, c'est à peu près entre 25 et 30 000 personnes qui sont régularisées tous les ans, mais là c'est un sujet spécifique. Mais 25 ou 30 000 personnes régularisées tout. Il y aurait. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de travailleurs qui manqueraient? Qui manqueraient, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si on a précisément des chiffres, mais il faudrait que les choses soient, je dirais, affinées, puisque plus clair, bien sûr. Très longtemps, par exemple, le MEDEF parlait de 300 000 travailleurs manquants. Oui, certains vont jusqu'à 400 000. Dans notre métier aujourd'hui, on est sous la barre des 200 000, mais on y est quand même. Alors que dans votre métier? Oui. On était à 300 000. La restauration, l'hôtellerie. Oui. Et on est de façon récurrente depuis des années à 100 000. Et donc on est aux alentours de 200 000. C'est-à-dire qu'on a doublé, après Covid, on a doublé. Mais
avant l'été, avant que les jeunes soient sortis des CFA et autres, et les étudiants soient sortis de leurs études, on était à 300 000, avant l'été. Alors, vous réagissez. Évidemment, faut-il régulariser? C'est une forme de régularisation. Alors, il y a plusieurs choses. Ce titre de séjour... Il y a sans doute une forme de régularisation. Sans le dire. Il faut d'abord... Sans le dire, parce que politiquement, c'est difficile de dire on va régulariser tout à coup. Il faut d'abord... Il faut que tout le monde joue bien le jeu, puisque moi, j'ai été préfet en Seine-Saint-Denis, et j'ai assisté, ou j'ai organisé, puisque c'est l'autorité préfectorale, des régularisations pour des travailleurs qui après n'étaient plus embauchés par leur patron. Ce qui est quand même un problème et qu'il faut souligner. Et il y a là, sans doute... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des patrons qui... Ça veut dire qu'il y a malheureusement, et c'est regrettable, un secteur du patronat qui se satisfait depuis des années de personnes qui sont sorties de le bâtiment sans les payer. Des journalistes ont souvent pris cet exemple-là. Moi, je ne sais pas s'il est exactement vrai à chaque fois, mais il y a aussi des procédures devant les prud'hommes qui attestent que c'est vrai. J'ajouterai une dernière chose, c'est que nous avons sur le territoire français, depuis, je dirais, 2017, attribué des titres de séjour humanitaire, c'est-à-dire à des réfugiés, pour près de 200 000 personnes. Beaucoup devraient être insérés dans le marché du travail. Ça suppose de la formation, en particulier en français, mais je crois qu'il ne faut pas avoir la facilité de prendre des personnes qui seraient dernières arrivantes et aux dépens de personnes vous pensez à des Ukrainiens, par exemple, à qui on a accordé des titres de séjour. Vous pensez à des Ukrainiens? Je parle de personnes qui ont obtenu le statut de réfugié. Les Ukrainiens sont sur un autre dispositif, la protection temporaire. Bien. Alors, François Jolivet, c'est finalement une régularisation qui ne dit pas son nom. Alors, Jean-Jacques Bourdin, moi j'ai lu l'interview du Monde, j'en ai pris connaissance tout à l'heure, il y a quelques minutes. J'ai l'impression que la première partie de l'intervention, enfin de l'interview des deux ministres, elle est assez raide pour la protection de nos frontières et pour l'exécution des EQTF. Oui, on en a parlé. On dit qu'on va les mettre sur les personnes des fichiers, des personnes recherchées, c'est assez raide. Oui, on en a parlé avec Didier Lesky tout à l'heure. En revanche, moi qui suis le rapporteur du budget du logement et de l'hébergement à l'Assemblée nationale, je rappellerai que le budget de l'hébergement, c'est 3 milliards d'euros à la charge du contribuable français. Tout le monde sait très bien, malgré la circulaire Valls, que beaucoup de gens aujourd'hui sont accueillis dans ces centres d'hébergement. Donc là, on parle de personnes qui ont beaucoup plus de 6 mois, plusieurs années de présence en France. Et qui, parce qu'ils ne sont pas en situation régulière, ne peuvent pas accéder au logement. Et donc, en fait, viennent embourber les centres d'hébergement. Et moi, je remercie les deux ministres de poser le sujet, parce que ce sont des sujets tabous, vous l'imaginez bien, pour des raisons extrêmement politiciennes parfois, de dogmes, de théologie politique, si j'ose dire, entre guillemets, où on ne doit pas aborder des sujets parce que ça pourrait faire monter un tel ou baisser un autre. Je parle des mouvements politiques. Et bien là, au moins, ils mettent les pieds à l'intérieur du sujet. Et moi, je m'en réjouis. Mon département, c'est 7000 emplois non pourvus. Mais en revanche, en face, j'ai 8500 demandeurs d'emploi et 5000 personnes au RSA. Il y a aussi ça en bruit de fond derrière, tout de même. Donc en fait, ça doit nous interroger collectivement. Le pays doit s'interroger sur ce sujet et surtout ne pas laisser des gens qui sont depuis 6, 7 ans, 8 ans chez nous dans des situations où on en fait la proie des... Et beaucoup travaillent. Et que beaucoup travaillent. Oui, voilà. Beaucoup travaillent, sont payés. Ils travaillent sans titre de séjour, ça veut dire quoi? Pas de charge sociale? Si. Non. Mais si, quand même. Alors oui, expliquez-nous. Ça, c'est très important. Là, il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre le travail au noir, qui est complètement illégal. Voilà, faisons bien la différence. Employé, employeur. Et les gens qui ont fait travailler en situation d'irrégularité ou qui sont en demande de régularisation, ceux-là payent toutes leurs charges, payent même la mutuelle, où le patron paye 50%. Ils ont toutes les charges. Ils cotisent même à un système de retraite, le système de retraite français. Ils sont employés à 100%. Et je précise quelque chose, parce que je sais qu'il y a des opposants, enfin il y a des détracteurs là-dessus. À travail égal, salaire égal. Ce ne sont pas des gens sous-payés. Ils ne sont pas sous-payés. Pas du tout. Même s'ils sont sans papier. Voilà, exactement. Ça, c'est pas... on ne fait pas le chantage, tu n'as pas de papier, je te paye moins. Non, à travail égal, salaire égal, c'est très vrai important. Partout. C'est vrai partout, ça? Écoutez, dans la restauration, c'est vrai, parce qu'on a un peu assez des fois de passer pour des voyous, et on ne l'est pas. On fait très attention à cela parce que c'est souvent des professionnels, donc ils connaissent le prix du marché du travail. Vous avez des gens qui malheureusement n'ont pas de papier, demandent des salaires tout à fait identiques à quelqu'un qui aurait ses papiers. Ils connaissent le marché du travail, et dans le bâtiment c'est la même chose. C'est pour ça que ce qu'on appelle la circulaire Valls prévoit la régularisation des personnes dès lors qu'elles travaillent
depuis 8 mois en continu sur la période de 24 derniers mois et qu'elles sont présentes depuis 5 ans sur le territoire. Donc il y a déjà un processus. Déjà un dispositif. Oui. C'est du reste une particularité de notre pays, c'est d'avoir ce processus de régularisation, je dirais, en continu, aux alentours de 30 000 Ça veut personnes. dire que là, Gérald Darmanin va plus loin. Alors, il va un peu plus loin dans cette régularisation. Il faut être très précis. En ce qui concerne les métiers en tension, il n'est pas sûr que les métiers en tension... Quels sont ces métiers en tension ? Mais, par exemple, la restauration, mais il y a des prérequis et c'est parfois la difficulté, c'est-à-dire il faut, pour prendre une commande, comprendre ce qu'on vous dit, mais il y a d'autres métiers, ça suppose parler français, une formation, tout simplement. Ça suppose, on a considérablement renforcé le français. Mais par ailleurs, il y a un autre sujet qu'a abordé monsieur le député, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi ou qui sont au RSA et toute la discussion aussi tourne autour de l'attractivité des métiers et la dernière chose, c'est l'adéquation entre le lieu de travail et le logement. Et monsieur Dussopt, dans l'entretien au Monde, explique qu'il va falloir faire un effort sur la question du logement, puisque une partie de ces métiers ne sont pas pourvus parce qu'ils sont trop loin de l'endroit où on peut vivre, où on peut habiter. C'est le problème de la région parisienne en particulier, parce que les salaires ne peuvent pas être non plus prendre en compte l'intégralité de la question du logement. La région parisienne et toutes les régions, le logement est cher, évidemment. Mais c'est le maraîchage, c'est l'arboriculture, voilà, ce sont tous ces métiers-là qui, de manière saisonnière, vous savez, la notion de saisonnier, aujourd'hui, ça n'existe que chez les chefs d'entreprise, ça n'existe pas forcément dans la politique du logement. Oui. Oui, mais c'est vrai. Et il faut arriver aussi à s'interroger pourquoi il y a des métiers qui n'ont pas d'attractivité, pourquoi les étudiants ne vont plus travailler. Là, on ne parle pas de gens en situation irrégulière, et donc des étudiants nés en France. Et bien voilà, il faut être capable de les héberger. C'est particulièrement important parce que, je vous prends par exemple les saisonniers. On n'a jamais fait, justement, pour des métiers en tension, venir autant de saisonniers que cette année, par exemple, du Maroc, près de 16 000 pour ramasser les clémentines. Le dernier vol va avoir lieu le 4, et c'est plus de 3000 personnes. Mais le problème des saisonniers, c'est justement la saisonnalité, c'est-à-dire entre deux saisons, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a des choses à construire, des parcours avec des gens qui sont ici, plutôt que faire venir à chaque fois des gens par avion, ce qui, sur le plan écologique, n'est pas toujours très pertinent. Bien, il est 11h15. Première pause, vous réagissez. Faut-il accélérer cette forme de régularisation pour occuper des emplois qui sont inoccupés aujourd'hui? Vous nous dites ce que vous en pensez. 0826 300 et 11h. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 0826 300 300, allez-y, main-d'œuvre manquante. On manque de personnel en France dans certains secteurs. Faut-il favoriser la régularisation des travailleurs sans papier pour occuper ces emplois? Vous réagissez. Je vais prendre Simon de Perpignan dans un instant. Et puis, nous avons en ligne Alexandre Vincendé, qui est député LR du Rhône. Alexandre Vincendé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bon, vous avez lu les propositions Darmanin et Dussopt ce matin dans Le Monde, j'imagine, Alexandre Vincendé. Bon. Avec grande attention. Qu'en pensez-vous? Écoutez, déjà, il y a un premier préalable. Il faut éviter que ce débat sur la régularisation de personnes sans papier pour des raisons d'emploi soit détourné par les extrêmes. La première chose, c'est qu'il faut évidemment faire en sorte, dans un premier temps, que ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire, soient aujourd'hui appliquées de façon extrêmement stricte pour qu'on montre aussi, dans un premier temps, que l'État fait son travail. Ça, c'est le premier prérequis. Ensuite, il ne faut pas non plus, comme le demande l'extrême gauche, de régulariser tout le monde de façon massive, puisque dans le même temps, ça serait forcément un très mauvais signal envoyé. Moi, je pense très clairement qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive, comme ça se fait dans de très grandes démocraties, dans des pays comme les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui sont des pays qui se sont construits sur l'immigration, mais qui aujourd'hui ont un véritable contrôle migratoire, de justement pouvoir avoir une loi qui permet chaque année de pouvoir avoir un débat devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, avec une liste de métiers en tension et un certain nombre d'autorisations de pouvoir avoir une carte de travail et donc une carte de séjour, à la condition que si on donne ces documents-là, la carte de travail et la carte de séjour, elles puissent être, en cas de manquement aux lois de la République et aux valeurs de la République, être retirées immédiatement aussi.
Donc vous allez encore plus loin, Alexandre Vincentet, que ce que propose le ministre de l'Intérieur. On va juste faire une petite parenthèse puisque vous l'évoquez. Le Canada, bien c'est aussi une information qui est tombée ce matin. Faire venir des immigrés pour résoudre le problème des métiers en tension, c'est l'idée du Canada depuis longtemps, mais qui a annoncé, oui c'était hier, c'était pas ce matin, mais vouloir monter à 500 000 immigrants par an d'ici 2025, c'est cela, Félix ? Oui, ça devrait monter Félix progressivement dès l'année prochaine, 465 000 personnes, puis 485 000 en 2024, et puis donc 500 000 immigrants en 2025. C'est l'objectif annoncé hier. Le Canada a besoin de plus de monde, a lancé le ministre de l'Immigration en présentant ce plan avec un constat sur le fond. Il y a ce chômage qui est au plus bas, mais surtout, du coup, la pénurie criante de main-d'œuvre au Canada, 900 000 postes à pourvoir dans plusieurs secteurs en manque, la santé, l'industrie, les sciences, la technologie, certains emplois spécialisés, les mathématiques aussi. Le Canada qui avait déjà fait venir 405 000 personnes l'année dernière, un chiffre sans précédent dans le pays d'environ 38 millions d'habitants. Objectif donc d'ici 2025 aussi 60% de migrants économiques, autrement dit finalement moins de réfugiés mais plus de travailleurs correspondant aux besoins de l'économie canadienne. Moins de réfugiés, plus de travailleurs correspondant aux besoins de l'économie canadienne. C'est une bonne formule, Didier Lesky ? C'est une formule ancienne au Canada, mais la particularité du Canada, c'est que les frontières naturelles, et plus les États-Unis au sud, facilitent ce que eux appellent l'immigration choisie. Et je rajoute qu'ils ont des critères très précis, puisque les personnes sont d'abord prises parce qu'elles parlent le français ou l'anglais, et qu'elles ont déjà des diplômes, c'est-à-dire le Canada comme les États-Unis, ce sont deux pays, et on peut y rajouter l'Australie, qui pompent littéralement les intelligences et qui refusent ceux qui ne sont pas formés. La difficulté que nous avons, c'est que nous avons une grande partie de notre immigration, c'est ce qu'avait indiqué par exemple le Conseil d'analyse économique, qui est sous-formé, avec beaucoup de personnes qui ne savent ni lire ni écrire leur propre langue. Et cela, nous avons beaucoup de difficultés à les prendre en charge et à les mettre en formation, mais ils sont là aussi parce que c'est plus facile de traverser, même si c'est des conditions qui peuvent être dangereuses pour les personnes, mais de traverser la Méditerranée que de traverser l'Atlantique. Bien sûr. Alain Fontaine, ces personnes qui travaillent chez vous, qui travaillent régulièrement, mais qui n'ont pas de papier, ces personnes-là sont d'origine étrangère. Et vous les employez parce que les Français ne veulent pas occuper ces postes-là ? On a clairement un problème d'attractivité. On a une société qui va vers le loisir, évidemment. On sentait ça avant le Covid, et pendant le Covid, il y a eu bien sûr des gens qui étaient dans notre métier parce qu'ils ne trouvaient pas dans leur métier racine dans lesquels ils ont fait leurs études, ils ne trouvaient pas de travail, et pendant le Covid, bien sûr, ils ont recherché, et ceux-là ont définitivement disparu. On ne les reverra plus. Ceux qui pourraient venir chez nous ont un problème d'attractivité qui est lié à, je dirais, à un triptyque salaire, amplitude horaire et confort de vie. Alors, évidemment, le salaire, on peut toujours l'augmenter jusqu'à un certain point, mais comme on emploie beaucoup de femmes et d'hommes, à un moment donné, si vous voulez, il va falloir augmenter le prix de la carte. Et là, on va avoir un problème de pouvoir d'achat, les gens ne viendront plus manger chez nous. Ou alors, et c'est ça qui nous fait peur chez le maître restaurateur, faire appel à la malbouffe, c'est-à-dire les sacs coupés, tout évidemment. Ça. Donc, effectivement, on peut réduire la charge sociale en faisant appel à la malbouffe. Et ça, c'est pas notre choix. Non. Elle est indispensable, cette immigration choisie, cette immigration de travail. Alors, elle est pour vous indispensable. Elle est indispensable parce que les Français, mais on le voit en Angleterre, on le voit au Canada, et ça c'est un mauvais signal que vous venez de donner, parce que il faut savoir que les cuisiniers français sont recherchés dans le monde entier. Donc si le Canada ouvre encore ses portes, on va avoir une disparition. Il n'y a pas que des cuisiniers dans un restaurant. Non, il y a des serveurs également. Voilà, il y a des serveurs, il y a certains qui sont en cuisine, à la plonge, d'autres qui... Oui, il n'y a pas que... Alors, concernant les serveurs, on demande effectivement qu'ils parlent le français. Concernant la cuisine, on fait très attention qu'ils suivent des cours de français. C'est à ça, je veux absolument qu'ils suivent des cours de français. D'ailleurs, encourager l'apprentissage du français, j'imagine, enfin c'est pas, Gérald Darmanin ne l'évoque pas dans l'interview ce matin, mais enfin j'imagine que ce sera l'un des axes. Le ministre du Travail... ça m'a... Pointe deux choses, les cours de français, et faire en sorte que les employeurs permettent aux salariés de suivre les cours de français, et la question du logement. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus vite le français quand on est en situation
professionnalisante, comme on dit. Évidemment. Voilà. Et donc, par exemple, l'Office français de l'immigration lance du français professionnalisant parce que on voit bien qu'il y a une appétence beaucoup plus forte que... Bien sûr. Alors, je vais redonner la parole à Alexandre Vincendé, puis à Simon, c'est promis. Je voudrais simplement un point avant de passer à une petite page de pub. Un travailleur immigré en situation irrégulière, c'est ce que dit Gérald Darmanin, pourra solliciter la possibilité de rester sur le territoire sans passer par l'employeur. Parce qu'aujourd'hui, il est obligé de passer par l'employeur pour obtenir son titre de séjour. Ah oui, ça c'est une obligation, et c'est ça parce que moi j'en ai 2 comme ça qui sont en situation de régularisation, mais les préfectures sont très longues. Alors, mais il faut qu'ils soient employés. Voilà. Tout à fait. Là, le travailleur immigré pourra solliciter la possibilité de rester sur le territoire sans passer par l'employeur. C'est bien ou pas? Non, ça c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on va effectivement avoir des abus. Et ça, mais il y a aussi l'abus de l'employeur qui utilise, entre guillemets, j'emploie le mot mais s'il a ses papiers, il peut donner sa démission de chez nous et puis aller travailler chez un autre employeur. Là, je pense qu'on parle quand il a perdu ce titre de séjour. Oui. Chaque changement. Mais si c'est à chaque changement, non, c'est pas une bonne chose parce que ça, on est dans une situation effectivement d'abus par rapport à l'employeur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien, Alexandre Vincendé, Simon, avec nous dans 2 minutes, 11h28. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes aussi 0826 300 300, vous intervenez tout de suite, Simon va prendre la parole. Nous sommes aussi avec Emmanuel Auriol, qui est professeur à Toulouse, membre du Conseil d'analyse économique et auteur d'un rapport sur l'immigration qualifiée en France, Immigration qualifiée, un visa pour la croissance. Bien, Alexandre Vincendé, vous terminez parce que je crois que vous avez une réunion de groupe, le groupe LR, à l'Assemblée nationale, on dit tout ici. Hein. Donc, Alexandre Vincendé, c'est un premier pas qui vous va ou pas de la part de Darmanin? C'est un premier pas, mais encore une fois, attention. Ce qui est important, c'est qu'il faudra bien lier l'autorisation de travail au titre de séjour, ce qui veut dire aussi que si vous perdez votre travail, vous avez aussi un risque de perdre votre titre de séjour. Ou alors même que si vous ne respectez pas les règles, si vous fraudez, s'il y a un abus, on vous retire votre titre de travail et donc de facto votre titre de séjour. Je rappellerai simplement qu'en France, nous sommes quand même les champions du monde pour donner des droits, mais ne jamais sévir quand les règles ne sont pas respectées. Donc il faudra que ça soit assorti, de règles strictes. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, c'est le débat aujourd'hui, y compris sur l'immigration, aujourd'hui électrise un petit peu les foules. Le vrai sujet, c'est que si vous arrivez avec des mesures où vous dites, d'accord, nous sommes prêts à pouvoir accueillir des gens, leur donner des autorisations. Cependant, nous allons faire appliquer la règle de façon extrêmement stricte et que ce que nous donnons, nous pouvons le retirer. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura une acceptation et on dépassionnera ce débat. Voilà. Bien, merci Alexandre Vincendé pour cette remarque. François Jolivet, vous êtes d'accord avec Alexandre Vincendé? Oui, je pense que les Français, ils attendent des choses équitables et quand les choses sont équitables, c'est juste. Et il est bien évident que quelqu'un qui serait régularisé et qui rencontrerait des difficultés liées à son comportement ne paraîtrait pas. Les Français ne comprendraient pas pourquoi il est encore sur le territoire français. Bon, très bien. Donc il faut que ça soit assorti. C'est la justice. Bien. Simon. Bonjour Simon. Monsieur Bourdin. Bonjour mon cher Simon. Alors, est-ce que vous êtes favorable à cette idée, donc, comme on manque de bras dans certains secteurs économiques, de régulariser en quelque sorte certains travailleurs qui sont sans papier et qui travaillent déjà sur le sol français? Alors, 2 éléments. Déjà, il me semble quand même que dans la législation, un travailleur qui n'a pas de papier ne doit pas travailler. C'est un travailleur illégal non déclaré. Donc déjà, ça part déjà d'un mauvais principe. Deuxièmement, je trouve que c'est une fausse bonne idée. On l'avait déjà évoqué lors du problème des serveurs tunisiens, dont on sait pertinemment que même si c'était du saisonnier, ils allaient rester sur le territoire. C'est une fois de plus un moyen de pouvoir régulariser et de pouvoir modifier les statistiques des chiffres des étrangers présents en France, surtout des étrangers irréguliers.
ce n'est pas du tout une excellente idée. Je ne vois pas pourquoi on paierait une formation et des logements à des personnes qui viennent d'ailleurs, alors qu'on a déjà plus de 3 et quelques millions de chômeurs. Et si on rendait cette profession plus attractive, qu'on s'adapte aux besoins de société, je pense qu'une partie d'entre eux accepterait, s'ils sont pris en charge, puisqu'en plus c'est des emplois non qualifiés, par rapport au Canada, ce qui est tout à fait l'inverse. Qualifiés et non qualifiés, hein, Simon. Il y a toutes sortes d'emplois. Hein. Oui, mais il n'y a pas que des emplois non qualifiés, parce que dans le bâtiment, pardon Simon, mais dans le bâtiment, il y a aussi des emplois qualifiés. Et dans la restauration, il y a aussi des emplois qualifiés. Ça, cette histoire d'emplois qualifiés, non qualifiés, ça m'irrite au plus haut point, je vous le dis, parce que c'est porté, c'est vraiment montrer du doigt des gens. Tous les emplois sont qualifiés. Simon, tous, même pour faire, attendez, les entreprises de nettoyage, lorsqu'elles emploient des personnes pour nettoyer les entreprises tôt le matin, eh bien ce sont aussi des emplois qualifiés. Non, on est d'accord. Quand je dis non qualifié, ça veut dire par rapport à une nécessité de suivre, je veux dire, des formations longues. D'accord. Bon, excusez-moi pour le... Non, mais je partage tout à fait votre avis. Quand je dis non qualifié, dans le sens où c'est une qualification qui va être donnée à des gens qui sont non qualifiés, qui arrivent sur le territoire, je ne vois pas pourquoi cette formation ne serait pas attribuée à des gens déjà sur place. Alors vous dites, Simon, donnons ces emplois à des gens qui sont déjà des Français, par exemple, qui sont déjà sur place. Bon, mais augmentons les salaires. Mais c'est possible, Alain Fontaine, ou pas, ça? Parce que c'est une remarque qui revient, évidemment, une remarque de bon sens qui revient dans la bouche de Simon. Qui revient souvent. Oui, l'environnement contractuel de nos salariés, et en particulier le salaire, est un vrai sujet pour l'attractivité, c'est très clair. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons des salaires nets qui maintenant, on a des salaires à 1008, 2000 nets, 2000, 2005, et voire plus. On évoquait tout à l'heure avec monsieur le député un salaire à 2700 €, et pourtant, les chefs d'établissement ne trouvent pas. Pourquoi ils ne trouvent pas? Parce qu'en face de ça, il y a une amplitude horaire, il y a une façon de vivre qui est complètement en décalage par rapport au reste de la société. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui veulent vivre autrement. Il y a beaucoup de Français qui veulent vivre autrement. Et qui n'ont pas envie de travailler avec des horaires stricts, et parfois avec des horaires décalés, et parfois le week-end, et parfois, enfin bon, etc. Hier, nos restaurants étaient ouverts. C'était un jour férié, nos restaurants étaient ouverts. Oui. Alors que des fois, dans la même famille, vous avez des gens qui travaillent dans des métiers comme les nôtres, restauration et autres, et ils travaillent les jours fériés. Et puis dans la même famille, vous en avez qui ne travaillent pas, qui profitent de samedi, du dimanche et les jours fériés. Donc alors Simon, que faire ? Oui, mais je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit, pour la bonne et simple raison que de toute façon, il n'y a pas que l'attractivité salariale, il y a l'attractivité professionnelle et des horaires qui peuvent être adaptés, même si on sait que de toute façon, c'est des horaires décalés. Et deuxièmement, si ce problème-là existe pour des ressortissants des nationaux ou des étrangers régularisés, il va de toute façon se répercuter ultérieurement pour ces étrangers qui vont pouvoir comparer leur situation au moment où ils vont accepter. Alors ça, c'est vrai ou pas, Alain Fontaine? C'est vrai ou pas? Donc, alors, il faut regarder cette immigration positive, constructive et d'intégration. C'est la même que dans les années 50. C'est ceux qui ont participé à la croissance et au développement de la France dans les années 50, qui ont construit nos immeubles et autres. Et cette immigration, elle est profitable à la croissance de notre pays, à l'intégration. Et aujourd'hui, leurs enfants sont devenus des chefs d'entreprise. On les croise dans les grandes écoles, on les croise partout. Ce que je veux dire par là, c'est une immigration qui sait très bien qu'elle a des droits et des devoirs. C'est l'immigration du travail. C'est l'immigration du travail. Et je vois bien où Simon veut aller. Et je crois que son inquiétude doit être entendue, parce qu'il peut y avoir une immigration qui profite d'une nation comme la nôtre. Bien sûr. Merci Simon d'être avec nous. Alors, Emmanuel Auriol, cette proposition, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette proposition de Gérald Darmanin, une immigration qualifiée, une immigration du travail. Ce qu'on a finalement, la France a pris du retard dans cette immigration du travail. Ce sont des questions qu'on n'osait pas vraiment aborder ces dernières années.
Ah oui, tout à fait. Donc la France a eu des politiques depuis plus d'un demi-siècle extrêmement restrictives en matière d'immigration, à tel point qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de canaux d'immigration économique spontanés. Donc ça a été évoqué, c'est lié à un emploi, c'est lié à un employeur, votre statut légal si vous voulez travailler en France. À part le passeport talent qui est dérisoire en termes de volume, il n'y a pas de canaux spontanés comme au Canada où on a un permis à point, par exemple, on peut candidater pour venir travailler au Canada. Donc nous, on a dit non, on ne veut pas d'immigration de travail, on ne veut pas d'immigration du tout. Alors on l'a limité à ce qui est le minimum qui nous permet de rester dans l'Union européenne, à savoir des droits fondamentaux, donc d'être avec son conjoint, des réfugiés. Donc on a une immigration en 2019, le premier titre de séjour qui était délivré en France, c'était pour des raisons familiales, sachant que notre immigration du coup en volume est très faible, contrairement à ce qu'on entend. En gros, en flux, on est à la moitié des pays d'OCDE, la moyenne des pays d'OCDE. Donc voilà, on a une immigration très faible et pas du tout de travail. Donc forcément, là, on se trouve dans une situation dramatique. Il y a plus de 100 métiers en tension. On a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à trouver de salariés. Ça bloque notre croissance. Et contrairement à ce qui a été dit par un auditeur, c'est très difficile d'aller mettre certains Français sur ces emplois. D'abord parce qu'ils ont quitté l'école très très tôt. Ils ne sont pas du tout qualifiés. Comme vous l'avez fait remarquer, il faut être qualifié. Pour être serveur, il faut être rapide, il faut savoir écrire. Enfin, il y a beaucoup de... Il faut être poli. Et donc, toutes ces compétences-là, ils ne les ont pas forcément, d'une part. Et d'autre part, tant qu'on a des minimums sociaux, eh ben, on ne va pas obliger les gens à prendre des emplois qu'ils ne veulent pas prendre. Donc, si on veut supprimer les minimums sociaux en France, peut-être on pourra fournir des salariés aux entrepreneurs. En attendant, on est bien... Supprimer les minima sociaux, c'est difficile quand même, non ? Ah, c'est impossible, donc bon, c'est une forme d'humour. Bon. Ouais, d'accord, j'ai compris. Voilà. Non, mais j'ai compris. C'est pour ça que je soulignais votre humour. Bon, mais Didier Lesky, oui. On n'a pas eu d'immigration du travail jusqu'à maintenant. Alors, c'est pas exact. C'est pas totalement exact. L'année dernière, c'est 36 560 titres de séjour au titre du travail qui ont été donnés. Depuis 2017, je reprends les chiffres, 27 000 en 2017, 33 000 en 2018, 39 000 en 2019. Donc, c'est pas exact. C'est 10%. Ouais, mais c'est 10%. C'est pas exact. C'est 10% quand on rajoute les étudiants, puisque dans les 220 000 titres de séjour dont on parle tous les ans, il y a 90 000 étudiants. Donc c'est pas exactement la même chose. La deuxième chose, c'est que les pays de l'OCDE ne sont pas dans la même situation, tous dans la même situation que nous. Si vous voulez, si vous prenez le Japon, 3% d'immigrés, mais avec la mer et un contrôle extrêmement strict. L'Australie met les gens non qualifiés dans une île et pour des durées indéterminées. Et on peut reprendre la question du Canada tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité physique du choix. Et c'est ça le vrai problème. Nous, notre difficulté, c'est qu'on a des gens qui viennent et qui ont un droit acquis au séjour, en particulier à travers le regroupement familial, et qui ne sont pas forcément qualifiés. Et puis, on a l'arrivée extrêmement importante de demandeurs d'asile, 120 000 ou 130 000 cette année. On est actuellement le deuxième pays de la demande d'asile après l'Allemagne. Et ce qui est vrai, c'est qu'on a une grande partie de ceux qui arrivent qui sont difficiles à prendre en charge. Et c'est ça la Alors, Didier Lesky, puisque je vous êtes directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, combien... Je sais bien que les chiffres, mais les chiffres veulent dire quand même quelque chose, parce qu'on entend tout et le contraire de tout autour des chiffres, autour de l'immigration. Combien y a-t-il, sait-on combien il y a d'immigrés sans papier sur le territoire français aujourd'hui ? Alors, écoutez, c'est pas totalement facile d'avoir un chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que on a 400 000 personnes qui sont à l'aide médicale d'État. On a des études universitaires, en particulier de l'université de Bordeaux, qui nous disent que un immigré clandestin sur deux ne postulerait pas à l'aide médicale d'État, ce que je ne crois pas. Mais si on rajoute le même pourcentage que le nombre de ceux qui sont déjà résidents ou français qui ne demandent pas leurs droits sociaux, qui seraient autour de 20%, on pourrait rajouter 20%, ça ferait 480 000, 500 000, si vous voulez, personnes 500 000. Sans titre de séjour. Sans titre de séjour. Est aléatoire, sachant que nous,
notre pays, comme je le dis, est un pays qui régularise au fil de l'eau. Par exemple, en Allemagne, il y a une discussion sur la régularisation, mais comme l'Allemagne ne régularise pas au fil de l'eau, ils disent qu'ils vont régulariser 200 000 personnes. D'un coup. Mais 200 000 personnes, c'est ce qu'on a fait à peu près en 5 ans, ces 5 dernières années. Oui, c'est-à-dire que l'Allemagne régularise d'un coup et nous, on régularise au fil de l'eau, et en particulier pour ceux qui sont en situation de travail. Alors, je vais prendre Frédéric. Frédéric. Oui, bonjour. Vous êtes à Blagnac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour, merci vraiment d'être avec nous, de participer. Avec grand plaisir. Alors, je voudrais déjà rebondir sur ce que vous avez dit, Jean-Jacques, tout à l'heure. Effectivement, pour moi, il n'y a pas d'emploi qualifié ou sous-qualifié, il n'y a que des personnes qui travaillent. Bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit parce que... Ça m'énerve, ces qualifications, ces histoires de qualifications. C'est énervant parce que ça fait des sous-classes et des sous-genres, alors que ce sont des gens qui travaillent comme tout le monde et qui sont tout à fait honorables dans leur travail. Et on l'a vu d'ailleurs avec les essentiels. On n'en parle plus trop maintenant, mais on le voit. Mais après, pour les personnes qui aujourd'hui travaillent et, je dirais, travaillent, respectent la loi de la République, payent leurs impôts, leurs cotisations sociales ou autres, il n'y a aucune raison de ne pas les régulariser. Voilà. Donc à partir de là, la personne qui travaille, qui participe de toute façon à l'effort de la nation, qui paye ses impôts, qui paye ses charges, qui se comporte comme n'importe quel citoyen français, il n'y a aucune raison qu'à partir d'un moment donné, on puisse le régulariser. Par contre, d'être très vigilant pour les nouveaux entrants et de voir effectivement si on a besoin ou pas d'avoir un taux d'immigration supplémentaire en la matière. Mais les personnes qui aujourd'hui exercent, il n'y a aucune raison, ils travaillent, ils payent leur loyer, ils participent à l'économie, ils achètent leur commission chez les commerçants, ils payent leurs impôts, leur charge sociale, leur retraite, ils participent à tout, donc il n'y a aucune raison de les exclure. Bien, merci beaucoup Frédéric. Allez, je vais donner la parole à Emmanuel Auriol juste après la pub, puisque nous allons revenir sur les quotas d'immigration, puisque évidemment ça va surgir dans le débat à l'occasion de... oui, ça va surgir dans le débat. Enfin, c'est déjà dans le débat. Vous n'y croyez pas? Si, ça va surgir dans le débat. Je crois que... Le groupe LR prépare quelque chose autour de ça, des quotas. La difficulté, c'est des quotas de qui et pour quel métier? Voilà, on va en parler. Les vrais quotas, ce sont les métiers, si j'ose dire. Ce sont les métiers. De tri, ce serait les nationalités, puisqu'on a des accords avec certains pays. Déjà. Ah bon, on va en parler. 2 minutes, 11h40. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Avec l'actualité du jour, puisque nous débattons autour de la volonté du ministre de l'Intérieur et du ministre du Travail de créer un titre de séjour spécifique pour les travailleurs irréguliers exerçant dans un secteur manquant de main-d'œuvre. Un titre de séjour métier en tension. Il faudra encore une fois fixer la liste des métiers en tension parce qu'on ne la connaît pas vraiment. Mais bon, 11h49, moi je m'adresse à vous, Alain Fontaine, parce que il y a quand même chez les employeurs des employeurs qui aujourd'hui emploient des personnes qui n'ont pas de titre de séjour régulier, et ces employeurs leur disent mais j'obtiendrai pour toi un titre de séjour régulier, les font patienter, puis finalement ne font pas grand-chose. Alors votre question est tout à fait judicieuse, et ça c'est faux. C'est faux. D'accord. On obtient ça n'existe pas. Nous, ça. Alors non, c'est faux. Non, ce que je veux dire, c'est faux de faire croire à un employé. Non, excusez-moi. Bon. C'est faux de faire croire à un employé qu'on va obtenir sa régularisation. Mais ça existe. Vous savez bien que ça existe. Ah oui, ça existe, et ça c'est du chantage, et c'est pas bien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut être 2, voire 3. C'est-à-dire l'employé, l'employeur. On écrit des courriers à l'OFII, c'est un dossier énorme, et il faut être 3 avec la préfecture. Et c'est donc une partie de billard à 3 bandes entre l'employé, l'employeur et la préfecture. On ne fait jamais rien tout seul. Un employeur ne peut pas tout seul obtenir le titre de séjour. C'est faux, archi faux. Et ça, s'il y en a qui le font, effectivement, là, eh bien, c'est une fraude. Je vais aller encore plus loin dans mes questions un peu parfois dérangeantes, mais dans les travaux publics et le bâtiment, par exemple, il est parfois plus facile de faire travailler des sans-papiers que de faire travailler des régularisés ou même des Français de souche, non ? Parce qu'on les emploie, on va les chercher à un coin de rue ou à un point de rendez-vous, on les fait travailler une journée et puis... On s'en sert de main-d'œuvre. Mais c'est pas vrai, Didier Lesky. Est-ce que c'est faux ou pas? Non, mais ce qui est vrai, c'est que malheureusement, on a, mais il est très minoritaire, mais il dérègle l'ensemble du système, une partie du patronat qui abuse de la situation de faiblesse des personnes. Mais la question, elle est double. C'est bien évidemment, ceux qui sont là depuis un moment,
et il faut mettre des critères et qui sont dans une situation de travail et qui sont un besoin pour l'entreprise, il faut naturellement les régulariser. Oui. On ne peut pas dire que toute personne qui arriverait le lendemain et qui serait employé au noir, puisque c'est la formule, par un patron, eh bien on le régulariserait automatiquement, parce que là on serait dans une situation qui serait pas qui ferait une distorsion totale du marché du travail. Il faut des règles. Que l'employé soit là depuis un certain temps. Il faut des règles dans l'entreprise. Il faut des règles. L'abus, on l'a vu. L'abus, excusez-moi, l'abus, on l'a vu pendant le Covid avec, je ne citerai pas les noms, mais les gens qui livraient des plateaux. Oui. Il y a eu des abus considérables. Et la plupart du temps, c'était déjà des gens sans papier à qui on avait promis ceci, cela. Et là, on peut, comprenons-nous bien, la frontière est très limite avec l'esclavagisme social. Oui. Il faut faire très attention. On est sur une crête qui est effectivement, on peut verser d'un côté ou de l'autre. Et Monsieur Bourdin, vous avez eu raison de parler de cela, parce que on ne peut pas faire croire aux gens des choses qu'on ne peut pas faire. Et là, on tourne vers l'esclavagisme social qu'il faut éviter. Alors, dans un pays comme nous en 2022. Je pose même la question, et personne n'a fait l'enquête, j'espère que ça sera fait, le nombre de travailleurs sans papier sur le chantier des Jeux Olympiques de 2024. Je suis persuadé qu'il y en a des quantités. J'en suis persuadé. Évidemment. Bien sûr, mais c'est sans doute vrai, et c'est malheureusement vrai, parce que c'est le problème en particulier de la sous-traitance, qui ne bénéficie pas toujours des contrôles suffisants. Et je rajoute, comme ça a été dit à l'instant, le problème d'une dérégulation totale du marché du travail, avec une nouvelle classe, vous dites esclave, effectivement, de travailleurs sans droit. Et la question, c'est que cette dérégulation totale du travail, eh bien, elle s'appuie sur la venue illégale de personnes qui immédiatement essayent de survivre avec ce type d'emploi, qui ne sont pas véritablement des emplois au sens où on l'a entendu pendant des décennies. Emmanuel Auriol, vous êtes d'accord ? Écoutez, moi je pense que la situation, effectivement, on sait très bien où se trouvent les gens en situation irrégulière, c'est dans les métiers qui sont ceux qui emploient le plus, qui manquent le plus de main-d'œuvre, c'est le bâtiment, c'est l'hôtellerie, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus. Maintenant, pour changer d'équilibre, et c'est souhaitable évidemment, parce que les migrations irrégulières, à mon avis, favorisent beaucoup la montée des extrêmes. C'est une forme de faiblesse de l'État, il n'est pas capable de faire les choses proprement. En même temps, il faut avoir un débat public sur ces questions, ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord pour avoir des gens en situation régulière qui seront donc, ça nous évitera de les voir se noyer dans la Méditerranée aussi, ça a beaucoup d'avantages. Et donc, moi, personnellement, je milite pour ça. Je pense qu'il faut être très clair. Vous militez pour les quotas, Emmanuel Auriol ? Non, pas du tout. Non, je pense que cette idée, je n'étais pas d'accord d'ailleurs avec cette idée qu'il faut absolument attacher un titre de séjour à un employeur. Ça crée beaucoup effectivement d'abus, on le sait par exemple avec les pays du Golfe qui emploient beaucoup de titres de séjour sur ce modèle-là. Au Canada, il y a eu des abus aussi d'ailleurs. Donc particulièrement quand les salariés sont logés par l'employeur, comme c'est le cas dans l'agriculture. Donc moi je pense qu'il faut une immigration de travail et qu'on fait venir quelqu'un pour ses compétences. C'est évidemment si c'est quelqu'un qui travaille dans le BTP, qu'on manque de gens dans le BTP, on est intéressé par cette personne-là. Après, elle doit être libre d'aller travailler sur le chantier qui lui ira le mieux. Et je pense que d'avoir un encadrement très strict du travail au noir est nécessaire pour éliminer en même temps l'emploi de clandestins. Parce que là, l'équilibre, c'est quoi ? C'est les entreprises manquent de salariés, on n'arrive pas à augmenter l'immigration parce que c'est un sujet radioactif. Donc l'équilibre, on ferme les yeux sur tous ces gens qui travaillent de manière irrégulière. C'est pas un très très bon équilibre. Ça sape, à mon avis, l'autorité publique. Bien, merci Emmanuel Auriol. Didier Lesky. La difficulté, elle est la suivante, c'est qu'il y a des pays pour lesquels on délivre beaucoup de visas de travail et qui en même temps continuent à être les principaux pourvoyeurs de migrants clandestins. Je prends l'exemple de la Tunisie. La Tunisie est un pays pour lequel chaque année on délivre plusieurs milliers de titres de séjour au titre du travail avec des visas de travail pour des métiers qualifiés, informatiques, on peut y rajouter les médecins, et en même temps les Tunisiens sont la première nationalité qui traverse la Méditerranée. Et c'est là la difficulté, si vous voulez, et
qui rend les choses un peu complexes. C'est pas parce que on ouvre la perspective du travail en France qu'en même temps on assèche l'immigration clandestine. Et c'est le problème. Ça n'assèchera pas l'immigration clandestine. Et c'est tout le problème. Et le problème est comment on essaye de réguler pour avoir une véritable migration, je dirais, circulaire, bénéfique pour tout le monde. Et ça suppose la capacité de renvoyer ceux à qui on n'a pas délivré un visa. Mais évidemment, la capacité de renvoi. Évidemment, ça s'assortit toujours de la capacité de renvoi. C'est toujours le principe d'équilibre. Là où actuellement, il y a des employeurs qui sont rattrapés par le principe de réalité. Vous avez des employeurs qui ne proposent pas des sous-emplois, qui proposent des emplois qui ne sont pris par personne. Est-ce que ces employeurs doivent disparaître ? Et qui augmentent leur salaire, et qui les augmentent énormément. Un cuistot chez Monsieur Fontaine, il a une fin de carrière supérieure à un professeur agrégé. Oui. Donc il y a un vrai sujet quand même. Donc là, ce que propose Dussopt et Darmanin, j'ai l'impression d'abord c'est d'ouvrir le débat, donc c'est très très bien. La deuxième chose, c'est de montrer que l'intégration par le travail, ça peut se faire, mais qu'en revanche, sur le traitement de l'immigration, on va dire, clandestine et sur la capacité et le retour au pays, notamment des délinquants. Le sujet est ouvert. Je crois que vous devez recevoir pour les fameux laissez-passer consulaires. Mais moi, j'attire votre attention. Si refus de droit d'asile vaut OQTF et OQTF inscription au fichier des personnes recherchées, je vous garantis que les forces de l'ordre vont les trouver. Bien, merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus nous voir pour débattre. Vous continuez à réagir si vous le souhaitez, 0826 300 300. Évidemment, les débats autour de l'immigration reprendront sur l'antenne de Sud Radio. Vous inquiétez pas avec moi entre 11h et midi parce que nous allons en reparler à l'occasion du projet de loi pour janvier. Il est 11h58.